Hello à tous, bienvenue dans History of Honor, le seul podcast en France qui parle de Ring of Honor et de son histoire. Et comme à chaque épisode maintenant, vous en avez l'habitude, je suis accompagné par Romain. Comment va tout le monde? Zaiken, le seul catcheur du monde qui a affronté et Senza Volto et un catcheur sourd-muet. Ça va et toi? Ah bah ça va, tranquille. En ce moment, ça va fort au niveau des bookings. Donc on est très occupé, mais on trouve un peu de temps pour parler de Ring of Honor parce que, après tout, ça se mange sans fin. Il y a le Dr Zor qui est là avec nous. Salut à tous, Félix, Docteur Zork, Cocoric Catch. Est-ce que ça va bien? Ah, ça va et toi? Tranquille, tranquille. Un plaisir de se retrouver pour la 14 millième édition de Diving Storm affronte SAT. Mais On va en parler heureusement, de ça, ouais. on aura l'occasion de parler de Michael Chain, donc ma journée est déjà magnifique. On vous promet qu'on ne loupera pas un moment Michael Shane pour vous, ça c'est une certitude. Merci à tous, justement, en parlant de Michael Shane, pour vos écoutes sur les derniers épisodes, parce qu'on en a beaucoup parlé de Michael Shane sur les derniers épisodes. Donc merci pour vos écoutes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, pour vos partages et pour vos commentaires. Et on espère que cet épisode va vous plaire. Cet épisode nous emmène le 5 octobre 2002 pour le pay-per-view Glory by Honor, un événement qui avait lieu, maintenant vous en avez l'habitude, du côté du Murphy Rec à Philadelphie. Les commentateurs pour ce show, Gabe Sapolsky, Chris Levy, voilà, si vous cherchez, et Jeff Gorman. On est parti. Voilà, la petite blague a été lancée juste avant par Zork avec un match tag team. Et ben, on va retrouver Diving Storm, Quiet Storm, Chris Divine, accompagné de Trinity. On va retrouver les Special K avec Easy et Dixie. On va retrouver Homicide tout seul. Voilà, et on va vous expliquer pourquoi après. On va retrouver les frères Maximo. Homicide, pourquoi tout seul? Les commentateurs, dès le début du show, vont nous expliquer que à la suite de l'attaque du Carnage Crew, qu'on a review dans les derniers épisodes, Bougalou, le partenaire d'Homicide, est blessé. Bon, vous l'avez expliqué dans un épisode, la vérité, c'est qu'il est parti déjà du côté de la XPW. On va commencer, vu que c'est un match tag team, on va commencer avec Zork. C'est un scramble match. Qu'est-ce qu'un scramble match, me demanderez-vous? Et donc je vous répondrai, bien, c'est sympathique de le demander et de me permettre cette transition assez simple. Un scramble match, c'est simplement un match par équipe où les tags ne sont pas nécessaires. Dès lors qu'il y a une place sur le ring, c'est bon, on peut rentrer. Donc en gros, Donc, cher docteur, je vais demander votre confirmation d'expert. Donc en gros, c'est le bordel. en simple, oui. Ouais, c'est complètement le Alors, bordel. alors, à partir du moment où j'ai pensé que déjà que c'était un freeway, parce que j'ai vu que trois équipes et un mec qui n'a pas de partenaire, oui, ça, on peut confirmer que c'était le bordel. Et, et que dire sur ce match? Diving Storm, SAT, on les a déjà vus s'affronter 1 milliard de fois. On rentre dans la période où Special K arrive, Special K dont ce cher Romain a pu vous présenter un peu les tenants et les aboutissants dans les épisodes précédents. N'hésitez pas à les écouter si vous avez loupé ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un bordel, ça va dans tous les sens. On a des mecs qui savent innover quelquefois, donc ça peut très bien fonctionner, ou ça peut ne pas être complètement au point. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un match complètement bordélique et un peu difficile à suivre et qu'on oublie très vite. Malheureusement, on est plus dans la deuxième catégorie sur celui-là, notamment une Tower of Doom à 7 très mal synchronisée. Mais bon, de toute façon, comme ces équipes vont s'affronter encore plus ou moins 1 milliard de fois, on aura le temps de voir le même match, mais au point. Disons qu'on assiste là à une belle répétition, quoi. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que bon, on aime ou on n'aime pas ce genre de match, c'est hyper spotfest, c'est bon, c'est complètement chorégraphié, ça botche par moment. Qu'on aime ou on n'aime pas, c'est une chose. Mais le problème, c'est que moi, techniquement, j'aime bien ce genre de match, ça me dérange pas. Mais comme disait Zork, le problème, c'est qu'il y en a eu 120 000, quoi. Ils se sont affrontés 45 000 fois avec des configurations différentes. Et c'est pas genre Kobashi, Misawa, Kawada et Taue, où on les fait affronter plein de fois avec plein de configurations. Et du coup, ça donne des choses inédites. Non, parce que malheureusement, ce côté répété et ce côté permanent, ça fait juste ressortir le côté Spotfest, le côté toujours pareil en fait. C'est-à-dire que faire des combinaisons, c'est cool quand il y a quelque chose de nouveau qui en sort. Quand c'est le même truc à chaque fois, c'est un peu usant quoi. Et moi j'aime bien toute cette petite équipe, toute cette équipe new-yorkaise là,
qui est autour des frères Maximo et de Divine Storm, je la trouve sympa. Mais le problème, c'est que ils ont déjà fait ça 1000 fois. Et en plus, c'est qu'au moment où on invite, on va dire, des extérieurs pour prendre part à ce bordel, et ben en fait, il s'agit du clan Special K qui est composé d'High Flyer Spotfest, c'est-à-dire exactement le même type de catcheur que l'équipe new-yorkaise. Et donc, du coup, ça n'amène rien de bon. Personne n'est là pour jouer le rôle de régulateur. Et en clair, à la fin, c'est le bordel, quoi. Mais d'ailleurs, Special Cake, que j'avais complètement oublié, qui, en fait, quand je revois ça, je me dis, putain, là, il y a quand même du beau potentiel, il y a des jolies choses. Mais comme c'est dans ce genre de match, bah, ça devient très vite vu et s'en fout. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment ça tourne en rond au sens premier comme au sens figuré. Mais pourtant, ouais, les perfs sont pas dégueux. Je sais plus lequel des deux, c'est celui qui est en blanc, c'est Easy, qui est en blanc, qui est intégralement habillé en blanc. Lui, je trouve que sur la première partie de match, il est vraiment super bon. Mais le problème, c'est qu'après, c'est noyé dans les 65 000 spots. Et je vais dire un truc que j'avais déjà dit, je crois, au tout premier show, quand on avait reviewé tout premier show, c'est que le pauvre Chris Devine, il essaie vraiment d'aider les mecs quoi qu'il y a autour, parce que lui, il est un peu plus lourd et il est un peu moins, on va dire, high flying que les autres. Il essaie un peu de réguler, mais ça suffit pas, quoi, malheureusement. C'est comme vous disiez, on sent que dans le match, il y a quand même de l'énergie, il y a de l'envie de bien faire. Il y a des, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des moments qui sont un peu loupés. Moi, j'ai fait, en faisant la recherche un petit peu sur ce pay-per-view, sur ce show, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui racontaient que ce match-là avait été, les séquences vidéo avaient été accélérées au montage pour donner l'impression que le match était surtout rapide alors qu'en fait, ça ne l'était pas vraiment. Et c'est que visiblement, dans ces matchs-là par équipe, ROH, au tout début, c'est ce qu'ils faisaient régulièrement. Ils accéléraient un peu les séquences vidéo euh, pour donner un rythme un peu frénétique au match. Euh, Mais voilà. pourquoi, genre, le match avait déjà l'air frénétique à la base? Tu vois. Ouais, mais voilà, apparemment, ce qu'on voit en vidéo, c'est de l'accéléré en plus. Ah Donc, putain. Bah, après, je dois t'avouer que ces matchs-là, on en a tellement vu que de base, je les regarde en accéléré. Donc, si c'est déjà accéléré, je m'en rendrai jamais compte. ça doit aller vite chez toi. Ouais, suivez-nous pour notre nouveau podcast sur la Wrestling Society X, le fameux Oui, projet catch d'MTV. Vous voulez voir du catch qui va beaucoup trop vite et qui est vraiment accéléré au montage? Il faut absolument regarder cette compagnie. putain, j'allais en parler. Un Ah jour, on ouais, non. fera. Je m'en bats les couilles. Un jour, et c'est bon, c'est dit, notez-le. Un jour, on fera un épisode spécial Wrestling Society X. J'ai trop Ah de ben, choses à dire sur ce show. de toute C'est un manière, plaisir coupable. il y a eu qu'une saison de ce programme-là, c'est genre 6 épisodes et la durée totale des 6 épisodes, ça doit être 25 minutes. Donc, c'est pas très, ça sera pas très dur à chroniquer, ouais. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Il Mm. suffit juste de caler ça et on pourra en parler. Alors, je tiens à Euh, corriger, il y a eu 9 épisodes et il dure en moyenne une dizaine de minutes par épisode. Aïe, aïe. Ok, donc ça fait quoi au total? Ça fait 1h20? 1 heure et demie. Une Un heure et truc demie, ouais. comme ça. Il fait un peu L'histoire de ta plus. promotion en 1h30. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce match. Le Oui. vainqueur, eh ben, étonnamment, c'est celui qui n'avait pas de partenaire. C'est Homicide qui va réussir à survivre à tout ce petit monde et qui va remporter ce match. On peut pas forcément dire que c'est le meilleur opener qu'on ait eu dans l'histoire de Ring of Honor, déjà ne serait-ce que dans les shows qu'on a review jusque maintenant. Euh, voilà, je pense que c'est un peu oubliable et qu'on peut passer à la suite, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, pour moi, c'est bon. Et bah, en fait, justement, oui, en tant qu'opener, c'est pas un mauvais opener en plus parce que ça fonctionne. Tu vois des choses qui te hype un peu et tout. Le seul fait qui fait que ça peut être un moins bon opener que ça aurait dû l'être, c'est le fait que nous, on review les shows comme ça. Et donc, on regarde des vidéos où on voit tout le temps les mêmes matchs. Mm. Sur place, ça devait être un très bon opener. De nos jours, maintenant, c'est plus compliqué. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait de surplace parce que la foule est quand même un peu investie hein, dans le match. Mais c'est vrai qu'en le regardant aujourd'hui, ouais, ça paraît un peu compliqué, pardon. Il y a un après-match surtout avec Homicide qui va pas pouvoir célébrer très très longtemps puisque des envahisseurs vont arriver de la CZW, Trent Acid, Johnny Cashmere qui font leur début à la Ring of Honor. Les deux sociétés à l'époque en 2002, pardon, avaient décidé de travailler ensemble. Et donc là, on a une première équipe qui va venir du côté de Ring of Honor.
Ils veulent un match tag avec Homicide. Lui, bah, comme il l'explique, il a plus de partenaire parce que son partenaire est blessé. Alors, il va lancer un appel pour bah, que quelqu'un puisse représenter la Ring of Honor avec lui à ses côtés. Et là, étonnamment, ça va être Steve Corino qui va accepter l'offre et qui va être le partenaire de Homicide, qui va nous mener tout de suite au deuxième match. Donc, les Backseat Boys, donc cette équipe de CZW contre Homicide et Steve Corino. Bah, du coup, je vais parler un peu d'un des trucs déjà qui commence à agacer, avant de balancer à Romain pour qu'il puisse nous parler des Backstreet Boys, parce que vraiment, c'est une équipe qui, moi, ne m'a pas marqué C'est ma responsabilité aujourd'hui. dans ce que j'ai pu voir. Et donc, ouais, là, on voit une des problématiques du show qui arrive très vite, c'est il y a beaucoup de matchs, vraiment. Donc, il y a des moments, c'est difficile à digérer. Et des moments, tu as des matchs comme ça qui s'improvisent, qui, dans ce qu'on te raconte, ne sont pas forcément très intéressants. Des matchs qui ne vont pas durer assez longtemps pour apporter vraiment des choses sur le ring, et qui, en plus, vont te faire recombattre des gens qui ont déjà combattu à l'instant. À quel moment le fait qu'Homicide, qui vient juste de se taper un match où il était solo contre trois équipes, le fait qu'il fasse un autre match maintenant, est intéressant pour le public, qui a déjà pu voir Homicide faire des choses probablement plus intéressantes que ce qu'il va faire maintenant, et valorisant pour ses adversaires, puisque battre un mec qui déjà a dû se faire trois équipes, bien joué à vous, Mm. et tout ça pour un narratif, pour des mecs qui, genre les Backseat Boys, ils sont là sur quoi? Deux matchs à la ROH. Donc vraiment, on retient les gros matchs de la ROH à cette époque, mais vraiment un truc qui est endémique, c'est qu'il y a beaucoup de matchs comme ça qui viennent remplir ta carte et dont on aurait pu probablement se passer. Ouais, complètement. Mais oui, ça a des airs de try-out, en fait, presque, comme match. Pour en parler juste 30 secondes, les Backseat Boys, en fait, c'était une équipe pas si mauvaise en plus, qui était surtout originaire de CZW, qui était formée de Johnny Cashmere et surtout de Trent Acid, que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez au catch indépendant de l'époque, qui est mort très très jeune, qui avait des addictions malheureusement qui lui ont coûté la vie à l'âge de 22 ans. Mais c'était voilà, des catcheurs très, très corrects, très axés sur les spots et le hardcore, mais très corrects. Je me rappelle notamment Trent Acid qui avait un physique incroyable pour un catcheur indépendant de l'époque. Il était juste, imaginez John Morrison au niveau juste du physique. Il était vraiment taillé comme ça, quoi. Vous irez voir des photos de lui sur Internet. Et c'était pas une mauvaise équipe, mais comme tu dis, je pense que sur ce show, on serait un peu passé. Ouais, c'est ça. Alors, le match a deux buts. Le premier étant de mettre en avant un petit peu le partenariat donc, établi entre les deux compagnies, CZW et ROH, et surtout Ouais. de nous créer une nouvelle rivalité, puisque pendant ce match que les Backseat Boys vont remporter, Steve Corino va recevoir un coup involontaire de la part de Homicide et va se venger en lui portant un super kick, ce qui fait qu'on va avoir une rivalité qui va débuter entre Steve Corino et Homicide. Voilà, effectivement, le match aurait pu être, on aurait pu s'en passer. On partira en tout cas sur la rivalité entre les deux, qu'on retrouvera notamment un petit peu plus tard dans les prochains épisodes. Match 3, on reste dans du combat par équipe. On va retrouver des gens que vous avez l'habitude d'entendre. La Christopher Street Connect, Connection. Connection. Connection, pardon. Ah mon Dieu. Connection, pardon. Buffy, Maze et Allison Danger vont faire équipe contre Joey Matthews, Christian Work et Alexis Larry. Alexis Larry, on avait rappelé, il me semble déjà dans un épisode, que vous la connaissiez aujourd'hui sous le nom de Mickey James. Ouais, ouais. Bah là, c'est la totale, hein. Là, c'est la jambon et fromage. C'est-à-dire qu'on a tout, quoi. Là, on a les deux membres de la Christopher Street Collection et on a le Japanese Pool Boy derrière. Tout va bien, ou alors rien ne va. Ça dépend de l'angle de vue. Non, puis, voilà, au-delà de la vanne, c'est complètement oubliable. Ça dure même pas 5 minutes. Je ferai juste une parenthèse sur Christian York et Joey Matthews. Excellente petite équipe de poids légers qui se faisait un peu connaître dans le catch indépendant de l'époque. En fait, ils étaient même connus comme étant une tag team qui est arrivée à la toute fin de la ECW. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est connu parmi les gens de l'époque, les Tommy Dreamer, les Joel Gertner. Ils avaient tous dit ces deux-là sont super talentueux, mais putain, ils arrivent au pire moment, quoi. Parce que dans 6 mois, la ECW va mettre la clé sous la porte et ils pourront jamais capitaliser là-dessus.
il s'était pas trompé parce que Joey Matthews va avoir quand même une bonne carrière. Il va arriver chez WWE, il va faire équipe avec John Morrison. Il va avoir ce terrible accident avec une échelle qu'on connaît tous, là où il va littéralement se fracturer les trois quarts du visage. Et après, il va devenir plus ou moins road agent. Et Christian York, le pauvre, il va bourlinguer. Pendant des années en indépendant, il aura un tout petit push chez TNA, je sais même plus quand, vers 2012 peut-être, où il va catcher quelques temps là-bas. Mais voilà, moi je vous conseille, si vous aimez vraiment le catch indépendant, de vous renseigner sur l'équipe Christian York, Joey Matthews. Ça vaut un minimum le détour. C'est ça pour préciser, puisque tu ne l'as pas dit, Matthews, vous le connaissez probablement sous le nom de Mercury plutôt. Oui, oui, bien sûr, c'est Joey Matthews, c'est Joey Mercury. Et, et du coup, oui. Putain, le Christopher Street Collection, vraiment. Ah, quand on parle de choses qui ont mal vieilli, Ah putain, c'est toujours, hein. Franchement. mais c'est très marrant parce que bah ils commencent le match en touchant le cul de leur adversaire et forcément ça provoque une bagarre parce que il y a rien qu'un catcheur déteste plus qu'un homosexuel. C'est ce que je crois comprendre plus ou moins. Oui, puis c'est connu, les catcheurs aiment pas du. Enfin, ils sont vraiment allergiques au fait de toucher quelqu'un d'autre. Je veux dire, leur sport, c'est littéralement du corps à corps pendant 20 minutes. Enfin, ouais, c'est insupportable. Après oui, un 3 contre 3 un peu atypique dans la stipulation puisque les femmes et les hommes peuvent s'attaquer alors que c'est un intergender, ce qui est déjà salué. Mm. Mais oui, match vraiment peu de choses à en retenir. Je vais juste conclure ce que j'ai à dire sur ce match en rappelant que le finisher de la Christopher Street Connection s'appelle le Gay Basher. Donc, littéralement, plus on pourrait traduire ça en le casseur de PD, ou c'est un jeu de mots dans le sens où le casseur est PD. Et donc, c'est une rêve. Ah, Est-ce qu'on peut passer au match suivant, s'il vous plaît? c'est dur. On va quand même donner le Ah, vainqueur qui est la Christopher Street Connection. Hein? Tout à fait, On va tout quand à même fait. pas ça, hein, on va quand même pas perdre oui, ça. En match oui, et Pour... privé, ouais. surtout, on va rappeler que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Parce qu'on va revoir des choses entre eux. Et, Oui, et je suis fatigué. et ils vont se trouver une nouvelle cible au prochain show d'ailleurs. C'est assez terrible. Vous avez mentionné tous les deux Joey Matthews, vous avez mentionné Joey Mercury. Pour les plus jeunes d'entre nous qui vont écouter ce podcast, peut-être, il faisait partie de la G&G Security, qui était la sécurité de Seth Rollins quand il a tourné du Shield et qu'il était Mr. Money in the Bank et tout ça. Il avait deux catcheurs, enfin deux personnes qui l'accompagnaient souvent en costume et il faisait partie de ces deux-là. Voilà, peut-être que pour les plus jeunes, ça vous parlera un peu Ouais. plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans J&J Security, il y avait en effet Joey Matthews, Joey Mercury, mais il y avait avec lui Jamie Noble. C'est ça. Et si vous suivez ce podcast, on en parlera longtemps de Jamie Noble. Ouais, ouais. Qui a eu l'occasion de faire son dernier match en carrière dans un live event WWE, je crois dans sa ville natale ou la ville où il Tout habite à... actuellement, je sais pas, mais voilà, ils lui ont donné son dernier match comme ça. Ouais, bah, en décembre dernier, ouais. Ouais, c'était ça. Ouais. On va passer à la suite, voilà, des choses qui vont changer un peu de la Christopher Street Connection. On va avoir James Maitato en coulisses qui va nous parler, si vous l'avez suivi aussi dans les épisodes précédents, on était sur le FBI avec Tony Mamaluke, notamment, qui voulait récupérer la gimmick, qui avait des histoires de musique, qui avait, bon, voilà. Là, James Maritato, il va nous dire que le FBI, voilà, c'était à l'époque, c'était la ECW, que la ECW s'est terminée, qu'il voudrait être maintenant beaucoup plus sérieux, et que si Mamalouk, en fait, veut garder le gimmick et tout ce qui va avec du FBI, bah, il fera plus équipe avec lui. Par contre, si ils vont s'affronter dans le match suivant, et que si Mamalouk peut le battre, alors il pourra garder tout ce qu'il a envie du FBI. Donc on s'en va pour un Battle for the FBI Gimmick. C'est vraiment le nom du match, hein, entre Tony Mamalouk et James Maritato. C'est pas un mauvais match, hein, dans le fond. Moi, je trouvais ça... je trouvais que la storyline était intéressante. Je trouvais que les matchs étaient satisfaisants. Le problème, c'est que, et ça va un peu, c'est un peu à l'image de tous ces premiers shows Ring of Honor, c'est qu'il y a 45 combats sur la carte. Et que du coup, et il y a trois storylines mixées, plus quatre autres dans la deuxième partie. Enfin, il y a énormément, énormément, énormément de choses. Et du coup, les storylines et les matchs, un peu comme celui-ci, passent au second plan, fatalement. Et c'est dommage parce que
finalement, c'est pas la storyline, moi, m'intéresse. Je trouve que les deux catcheurs sont très talentueux. On en a parlé hein, déjà dans les épisodes précédents. Hein. L'un qui a été formé par Billy Robinson, l'autre qui a été formé par Dean Malenko. Il y a de quoi voilà, avoir des super matchs de catch, mais tout ça passe un peu au second plan. Franchement, pour être honnête, mes notes, j'ai 2 lignes et ça se termine par Osef point d'interrogation. Bah, c'est un peu ça, ouais. Comme comme le dit Romain, c'est vraiment le genre de match qui est desservi par le fait que bah, il y a 1 milliard de matchs qui t'intéressent plus sur la carte. Et pour si tu connais pas trop le passif derrière, si pour toi le FBI c'est pas quelque chose qui est une référence qui t'a touché, tu vois juste 2 mecs se battre pour un nom. Un nom qui a l'air d'être un jeu de mots un peu sur un truc, et tu comprends pas pourquoi ça leur tient autant à cœur. Et, euh, et ok, le match est sympa, mais il est là, voilà. Mm. Et tu sens vraiment que les mecs, il y a un truc vraiment pour eux, mais tu as l'impression, en fait, c'est un peu cette histoire dont on te raconte la chute, mais dont tu n'as pas le début. Ce qui fait que forcément, bah, tu te sens pas impliqué. Mm. Effectivement, moi j'avais 2 lignes aussi, hein, mais c'était pour parler du finish. Voilà, donc victoire de Tony Mamalouk. Un après-match où Mamalouk va lever la main de Maritato en signe de fin, on va dire, de rivalité. Euh, Surtout quand on sait que Maritato était sur le point de partir chez WWE quelques temps après. Voilà, c'était un peu pour finir tout ça. Malheureusement, voilà, clairement pas le genre de choses qu'on va retenir. On va pouvoir passer à la suite. Ce 5e match de la carte qui voyait Amazing Red, donc maintenant un habitué, si vous nous écoutez, affronter Ikuto Hidaka. Ah! Voilà, ça, je m'attendais à ça. Donc, Ikuto Hidaka, si vous ne le connaissez pas, je pense que Romain le connaît, et va pouvoir vous faire une très rapide petite présentation du catcher. Alors, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Euh, non, on avait déjà parlé hein, d'Ikuto Idoka dans le dernier épisode. Excellent catcheur indépendant japonais qui a été assez avant-gardiste puisqu'il a fait partie dans les années 90 de ces juniors qui ont mixé et la voltige et le shoot style. Donc, comment mixer à la fois voltige de catch et arts martiaux réalistes. Il a fait partie voilà, de cette petite génération qui ont insufflé ça dans le catch. Le plus connu de cette génération, c'est bien sûr Tajiri. C'est celui qui a. Et l'excellent Minoru Tanaka, qui est encore chez Glade, que je vous conseille de regarder. Voilà, Ikuto Hidaka, on l'avait déjà dit la dernière fois, il est en mini-tournée aux États-Unis, puisque c'est un indépendant. Et il se permet de faire le tour des grosses compagnies de la côte Est, donc Ring of Honor, MLW et consorts. Et là, il va trouver chaussure à son pied avec Amazing Red, qui, si je ne m'abuse, est dans une période où il alterne catch indépendant et tournée chez All Japan. Donc il a déjà un petit pied dans le pourreau, entre guillemets. Euh, et donc, du coup, voilà, il nous faut un bon petit match qui dure entre 10 et 15 minutes. Ils se sont bien compris, ils se sont bien trouvés. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils en font pas trop. Il y a des spots, il y a du flip, mais ils en font pas des masses parce que justement, Hidaka arrive à très bien structurer ça. Il est peut-être pas encore dans son prime, mais il est déjà incroyablement à l'aise dans tout ce qu'il fait. Le public est réceptif, c'est comment dire virevoltant, c'est un peu technique, c'est très très cool, ça se laisse regarder, ça se mange tout seul. All Japan, Amazing Red chez All Japan, il me semble que c'est début 2003, donc quelques mois après. Ah, c'est juste après, ouais. Mais, euh, mais oui, t'as 2 mecs, tu sens qu'ils combinent bien. Ça s'est voltigé, ça s'est frappé. C'est très cool justement de voir Red à cet endroit-là, où on a surtout pu le voir se taper contre d'autres genoux. Là, il est dans un contexte où on montre qu'il est capable de tenir la dragée haute dans d'autres machins. Après, ça reste vraiment, comme beaucoup de matchs de Red, de la pure exhibe, mais c'est de l'exhibe qui fonctionne très bien. Match de qualité. Franchement, je pense que ce sera une de mes recommandations d'ailleurs sur ce show. C'est complètement une de mes recommandations aussi. Et en fait, tu dis un truc extrêmement intéressant, c'est que bah, tu dis souvent des trucs intéressants, C'est mais vrai. tu dis un truc intéressant, c'est que tu dis justement pour une fois, il n'est pas face à un des frères Maximo ou face à Brian Excel. Et donc du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus structuré dans ce match. Et il y a quelque chose de beaucoup plus solide dans ce match. De par le côté justement
kick à l'arrière de la tête que va amener Hidaka. Et ça, c'est super. Parce que ça donne pas un autre visage d'Amazing Red, mais voilà, ça lui donne un peu plus d'épaisseur, en fait. Et ils ont aussi catché chez MLW, et Amazing Red catché masqué à cette occasion. Mais voilà, ce genre de match-up, c'est super. Et je fais un méga spoiler, entre guillemets. Mais pour moi, c'est déjà un des top 3 matchs du show. Dans mes recommandations finales, il y aura ce match. Et Ben, d'ailleurs, à noter vas-y. que Amazing Red est toujours giga over auprès de la salle. Over à en crever, quoi. Ouais, ouais. On a un peu l'impression qu'ils attendent toujours le match de Amazing Red à chaque show. Effectivement, pour moi aussi, ce serait une des recommandations. Euh, mais en même temps, c'est presque malheureux pour eux, mais au vu de ce qui est passé avant, c'était pas compliqué que ça devienne le meilleur match déjà de la carte, sans vouloir voilà, être totalement méchant. Victoire de Amazing Red, pour le coup, ouais, clairement, un bon petit match à regarder qui fait du bien. Surtout qu'on va passer au sixième match de cette carte, qui était pour le titre ETW. Je pense qu'il y aura bien un de vous qui va pouvoir nous faire le petit historique de ce championnat. ETW-TV, précisément. TV. Ah ouais, moi je ne l'avais pas. Qui était Fast Eddie contre le fameux Don Juan dont on avait déjà parlé dans des épisodes précédents. Qui a envie de se lancer sur ce match qui, de toute façon, je crois, a duré moins de 3 minutes, hein. Eh Ouais, ben, perso, j'ai. Vas-y, vas-y. lance-toi, justement. J'allais dire, j'ai rien à dire dessus. Bah, en fait, je vais commencer en disant que je n'ai aucune foutue idée de ce qu'est le TW TV Title. Et Bah, je n'ai moi pas non eu le plus. courage de réécouter dans les commentaires sans nous préciser ce que c'était. Là, moi, j'ai essayé de chercher. Pourtant, Dieu sait que vous me connaissez, hein, je suis une encyclopédie parfois. Mais alors là, je n'ai rien trouvé sur ce titre. Alors, ma meilleure hypothèse, c'est que ça a été une promotion, on va dire, voisine de l'époque de la côte Est. Et que, en gros, du coup, ils ont fait une espèce même pas de partenariat, mais ils ont fait une espèce d'invitation. C'est la seule explication que j'ai. Je Même pense si que vous c'est un allez lien sur. avec la Texas Wrestling Academy, personnellement, puisque c'est deux élèves de Rudy Boy Gonzalez. T'as Rudy Boy Gonzalez qui est au bord du ring pour les regarder. C'est vrai. Donc, personnellement, je suis sur la théorie de l'ETW a un lien direct avec la Texas Wrestling Academy, mais oui, sinon, c'est un titre, voilà, il y a une ceinture, on va dire qu'il se passe des trucs. Mm. Alors là, vite fait, quand on tape ETW, les premières choses qu'on va avoir, c'est la ETW Backyard Wrestling for Elite Trampoline Wrestling. C'est Voilà. ça, hein. Donc c'est voilà, du bon catch de jardin avec des trampos. Bon, voilà. Je suis moyen sûr qu'ils aient une ceinture télévision. Voilà. Malheureusement, c'est pas. Bon, bah, voilà, encore une fois, un match qu'on va pouvoir un peu passer. Victoire est toujours champion quand même. ETW TV, Fast Eddie, Et encore ben, une j'ai quand fois. même un peu de choses à dire sur ce match, Ah, dans le sens où Fast Eddie contre Don Juan, c'est un match que vous n'allez voir nulle part ailleurs, parce que c'est des mecs que vous ne verrez nulle part. Vraiment, ça fait partie de ces mecs qui ont eu quelques années avant de disparaître complètement. Fast Eddie, c'est genre 8 9 ans de carrière. Chose notable, il est passé par ROH à NWA, il me semble. Peut-être fait une pige ou deux du côté de la TNA, mais vraiment rien de notable dans sa carrière. Et pour ce qui est de Don Juan, vraiment, c'est la même chose, mais en plus long. Le mec, il a catché jusqu'au milieu des années 2010, je crois, mais il n'y a absolument rien de notable à dire sur lui. Ce qui est dommage. Et au point que les commentateurs nous parlent durant ce match plusieurs fois d'une personne, je ne sais pas si vous connaissez, il est cousin en fait de Shawn Michaels et c'est de là qu'il tient son nom. Il s'appelle Michael Shane. Ah, formidable. Voilà. Ce qui fait que même les commentateurs sont tellement peu impliqués dans la chose qu'ils passent plus leur temps à parler de Michael Shane qu'à parler du match. Et ça, c'est le baiser de la mort, hein, d'ailleurs, dans le catch, hein. Quand vous avez les commentateurs qui parlent du match qui va venir dans 3 segments, dans le jargon, on appelle ça une WCW Nitro. C'est-à-dire quand vous avez le match des poids légers, que les commentateurs ils parlent de Hulk Hogan pendant 20 minutes, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Et, et c'est- du coup, bah, Fast Eddie qui gagne en 3 minutes. Voilà, sûrement là qui devient son nom. Et c'est triste parce qu'il y a quelques moves qui sont sympas, mais le niveau d'Ozefri dépasse tout ce qu'on a pu atteindre jusque-là. Mm. Est-ce que l'après-match a rattrapé tout ça?
avec l'arrivée, justement, tu l'as cité juste avant, de Michael Shane. Bah d'ailleurs, puisque tu en parles, sais-tu qui est Michael Shane? Alors, il me semble avoir écouté l'épisode précédent où vous disiez que Michael Shane tenait son nom d'une superstar connue, mais je me rappelle plus du tout. Et ben, ça va te paraître dingue. Je sais que c'est fou quand je te le dis comme ça paraît invraisemblable. Mais en fait, c'est le cousin de Shawn Michaels. Oh Donc en putain, fait, mais c'est ça, Shawn ouais. Michaels, ça fait Michael Shane. Tu as compris le truc? Waouh, waouh, des génies. Ouais, des génies. Hmm. Voilà, un après-match, oui, je crois qu'il n'y a rien de spécial à noter. Un après-match, c'est Biohazard et Michael Shane qui arrivent sur le ring. Jusqu'à ce que vous en parliez tout à l'heure, Rudy Boy, lui aussi intervienne dans cette attaque. Steve Corino aussi va se pointer là parce que parce qu'il va affronter le Rudy Boy Gonzalez après. Enfin, Donc il se on dit sent, on sent que autant venir que avant. t'es tellement pas impliqué dans le truc, tu as juste Non, noté les noms des gens qui c'est ça, apparaissent. c'est ça. Exactement ma phrase, c'est son adversaire pour le prochain match, Steve Corino, arrive sur le ring et le nargue. Voilà, exactement ce que j'ai noté. Mais en fait, c'est plutôt le fait que tout ça arrive qui amène au match d'après. Parce que du coup, ouais, t'as Michael Shane qui vient distraire Roddy Boy pendant que Biohazard, il vient casser du coup les deux élèves. Et donc Steve Corino qui arrive pour trash talker Roddy. Et en fait, puisqu'on parle assez peu des commentaires, on a assez peu relevé ça. Mais Steve Corino, sur tous les épisodes où il était aux commentaires, a beaucoup trash talké Rudy Boy. Donc Rudy Boy, Gonzalez a un petit bif contre Corino qui va donc mener au match qui arrive après. Justement, le match qui arrive après, en plus, il aura une stipulation parce que ce sera un Texas Death Match. Donc, Steve Corino contre Rudy Boy Gonzalez. Allez-y, Ah, faites-nous rêver. j'ai trop envie de parler de cette stipulation, c'est génial. Vas-y, fonce. Fonce. C'est la pire stipulation au monde. Franchement, dites-vous, il y a une stipulation que vous connaissez, que vous aimez peut-être, le last man standing. Le last man standing, c'est il faut que l'adversaire reste 10 secondes au sol pour que vous gagniez. Est-ce que vous vous êtes pas déjà dit que c'était un peu dommage que ce soit long tout le temps comme ça, de devoir attendre 10 secondes, surtout qu'il y a du drama autour, souvent les gens jouent beaucoup autour de ça. C'est une stipulation qui est difficile à faire fonctionner sans que ça ait l'air un peu longuet, un peu bizarre. Imaginez, qu'est-ce qui pourrait améliorer un last man standing? Bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont levés un jour et qui se sont dit, et si on mettait un tombé avant le décompte de 10? Le Texas Deathmatch, comme ils le font ici, c'est une stipulation où à partir du moment où tu fais abandonner ton adversaire ou tu le soumets à un tombé, ça lance un compte de 10. Et si l'adversaire ne se relève pas à ce compte de 10, alors tu as gagné. Donc on se retrouve dans un match où il y a des pinfalls qui vont jusqu'à 3 mais qui ne te font pas gagner un match, où tu as des abandons mais ça ne suffit pas pour gagner le match. Et donc déjà que on arrive à un moment où on a eu beaucoup de matchs où la soirée commence à devenir un peu longue. Ce match-là a duré 8 minutes, j'ai l'impression qu'il en a duré 15. Mais c'est une vieille stipulation un peu originaire des territoires à l'époque. Et en effet, il y a ce côté. Tu vois, comme quoi on reproche souvent aux jeunes catcheurs de vouloir innover juste pour innover et de créer des trucs un peu stupides. Le Texas Deathmatch, c'est un peu l'exemple de ça, quoi. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de combiner un tombé avec un compte de 10? Ça sert à rien. Et en plus, au-delà de ça, il y a un truc un peu bizarre, c'est que on a l'impression vraiment d'avoir une storyline qui a vu son début, son milieu et sa fin dans le même show. Alors en effet, Steve Corino parlait de Rudy Boy Gonzalez depuis un moment, mais on a l'impression que le truc se précipite d'un coup et qu'on a. Et puis en plus, un match avec une stipulation comme ça fait vraiment fin de rivalité. Ça a rien à foutre au milieu d'une carte où il reste encore d'ailleurs 10 matchs. Ça n'a rien à faire là-dedans, ça n'a rien à faire avec un match qui dure 8 minutes. Et enfin, il y a un côté too much et vraiment pas nécessaire. D'ailleurs, si je peux me permettre, un match avec Rudy Boy Gonzalez, ça n'a rien à foutre sur une carte. Bah, en 2 minutes 2, ça c'est sûr. Ouais, c'est certain. Heureusement, c'est une victoire de Steve Corino. Voilà, Tout à fait. histoire de sauver tout ça. Et en plus, à tel point, ce match, c'est même pas tant intéressant pour la rivalité Rudy Boy contre Corino. C'est pour la suite, puisque tu as Paul London qui arrive et qui, bah, d'ailleurs, essaye encore de se suicider, mais ça, on est habitué maintenant.
parce que il y a la rivalité contre Paul London et contre Michael Shane et entre Paul London et Michael Shane. Et donc en fait, ce match-là va plus servir à pousser la rivalité London-Shane qu'à vraiment raconter le truc entre Gonzalez et Corino. Parler je crois, dans les épisodes précédents, de ne pas avoir de respect pour sa vie, en parlant de Paul London. Le plongeon qu'il fait encore là avec de l'échelle, où il s'éclate dans les barricades qui sont au premier rang, c'est terrible. Oui, oui, vraiment, il pose C'est l'échelle pas contre, possible. enfin, sur le coin, il court le long de l'échelle, il fait un somersault plancha, il va s'écraser dans le public C'est ça. et il se relève en mode mais non, vous inquiétez pas, c'est tranquille. Ouais, ouais. Ce qu'il avait déjà fait, si je me trompe pas, dans le match contre Michael Shane, dans le Street Fight. Oui, Euh, c'est pas la première fois qu'il ouais, le fait, ouais. oui. Voilà. Match suivant, c'est très certainement un des matchs de la carte, puisqu'en même temps, en parlant un peu plus tard, on verra que ça aurait pu être largement le main event de ce show. Samoa Joe, ça y est, Samoa Joe et Sharing of Honor. Et Samoa Joe, pour son premier match, il va affronter Loki. Qui a envie de se lancer sur ce match? Bah, vas-y, je te laisse commencer, Romain. Ouais, et ben, comme disent les Anglais, justement, peaks and valleys, hein, il y a des sommets et puis des redescentes. Et ben là, c'est une montée, justement. On a eu plein de matchs discutables, je vais le dire comme ça. On a eu, voilà, un, un début de show très mou, et puis il y a eu Hidaka contre Red qui est arrivé après. Ensuite, on a eu deux matchs comment dire, on savait pas trop ce qu'il foutait ici. Et puis là, d'un coup, on remonte d'un seul coup avec Loki contre Samoa Joe dans un Fight Without Honor, donc qui est une espèce de no DQ en fait à la sauce Ring of Honor. Euh, on va pas en parler 4 ans, c'est génial. Enfin, c'est génial, c'est très très bien. Mm. Vous avez les deux noms, de toute façon, un Samoa Joe en 2002 et Loki, ça se met sur la tronche, ça se kick dans la tête. On est au début on va dire, de la montée en puissance irrésistible de Samoa Joe. On est avec un Loki qui est pas au sommet de son art, mais presque, parce qu'il est over à en crever. C'est peut-être le seul mec qui est aussi over que Amazing Red dans les premiers shows Ring of Honor. Ils se comprennent très bien, ils n'hésitent pas, ils se mettent sur la tronche sans se retenir. C'est super, c'est 4,5 sur 5. Il n'y a pas à hésiter. Merde. Ouais. Donc là, ouais, on a un Samoa Joe qui est là pour la première fois au sein de la ROH. Samoa Joe qui était signé avant ça, il me semble, à l'UPW, donc le truc de développement de la WWF, Ouais. qui est passé un petit coup par le Japon, donc qui est encore très, très green, qui a commencé seulement il y a une poignée d'années. Mais déjà, le mec, tu vois qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Il est ramené dans la story en tant que mec payé par Christopher Daniels pour se débarrasser de Loki. Et ce qu'on nous raconte vraiment sur le ring est vraiment intéressant parce que Loki, jusque-là, ça nous a été portrayé comme le mec qui est là pour striker, le mec qui frappe très dur, qui peut te mettre KO avec des coups de pied. Et pour la première fois, il se retrouve face à quelqu'un qui non seulement est capable de faire la même chose que lui, c'est-à-dire juste frapper comme un sourd, mais en plus, potentiellement, le fait mieux que lui. Et d'ailleurs, tu dis un truc très juste sur lequel je veux rebondir, j'ai oublié de le spécifier, c'est que Samoa Joe, justement, voilà, il vient de Californie, il vient de UPW, qui était une école, en effet, qui s'est fait connaître parce qu'à un bout d'un moment, elle est devenue territoire de développement WWE. Si je dis John Cena, Frankie Kazarian, Samoa Joe, voilà, c'est certains des noms qui sont passés par là. Mais il y a un truc qui est encore plus important chez Joe, c'est que quand il commence en Californie, c'est pas non plus un incontournable. Et il va quand même réussir à gérer un départ au Japon parce que UPW était en partenariat avec VVE, mais pas que. Ils étaient également en partenariat avec Zero One, cette compagnie japonaise qui a été fondée et qui, à l'époque, était dirigée par Shinya Hashimoto, légende de chez New Japan. Donc il va faire beaucoup de tournées là-bas. Et c'est un peu l'époque où justement Zero One essaie de créer beaucoup de partenariats aux États-Unis, avec Ring of Honor, mais pas que. Ils vont faire appel à pas mal de catcheurs indépendants, et notamment le catcheur indépendant américain qui font le plus venir à l'époque, Zero One, c'est Loki, justement. Donc, entre le style de ces deux catcheurs et le fait qu'ils aient déjà de l'expérience au Japon, eh ben, ça donne ce que vous allez voir pendant un peu plus d'un quart d'heure, c'est-à-dire des coups de pied dans la tronche et du grappling à en crever, le tout enrobé d'une excellente psychologie de match.
C'est un top 3. C'est un top 3 pour pas dire plus. Et du coup, ouais, c'est très intéressant ce qu'on a là. Toujours cette construction autour de. C'est vraiment un combat de fierté. Ouais. C'est c'est vraiment c'est l'esprit samouraï. C'est des mecs qui sont là sur le champ de bataille et qui communiquent en se tapant dessus. Et d'ailleurs, ça va mener à cet aftermatch où Samoa Joe va briser le code de la prophétie, qui est de ne pas respecter le Code of Honor, où il va serrer la main de Loki, puisque les hommes se sont frappés et se sont compris. Donc vraiment quelque chose de très encourageant pour la suite avec Joe, qui le pose en tant que personnage déjà extrêmement badass, le pose vraiment comme une force, et en même temps vient commencer à mettre les graines niveau histoire, puisqu'il est non seulement dans le groupe dominant, mais on voit tout de suite quelle est sa position par rapport à la mentalité de ce groupe, quelle est sa position par rapport à la mentalité ROH, pourquoi il rentre bien là-dedans. Donc vraiment, oui, sous tous les aspects, ce match est vraiment très bon. Il y a deux trucs que vous avez notés juste avant. Vous parliez de presque de guerre de samouraï. Il y a ce moment, moi j'avais noté dans le match, où ils enlèvent où ils baissent leur genouillère, ils enlèvent le strap Ouais. et ils sont face à face. Tu as l'impression de regarder un film d'arts martiaux ou je sais pas quoi, genre le dernier combat avant la mort. C'est de la dinguerie. Et il y a ce truc où Loki, depuis le début de la Ring of Honor, il détruit tout le monde avec ses kicks. Et il y a ce moment où Joe est assis. Loki lui met un kick, lui met un penalty kick dans le dos. Et Joe, il bouge pas, quoi. Il se retourne, il le regarde avec limite un petit sourire en mode OK, super. Ouais. Non, c'est trop bien. Ouais, franchement, on va pas forcément quand même parler de la suite de la carte, mais pour moi, c'était déjà le match de la soirée. Effectivement, top 3 largement des recommandations, peut-être même top 1 en tout cas pour moi. Une victoire de Loki, et comme l'a expliqué juste avant Zork, la poignée de main quand même après le match, alors que Joe est censé être dans le groupe de The Prophecy. Voilà, il y a quand même la poignée de main avec Loki. Voilà, vous voulez un petit match rapide? Prince Nana sera sur ce neuvième match. Prince Nana contre un catcheur que je ne connais pas, Ilax. Euh, Bah voilà, un match de Prince Nana, de toute façon. Qui va se lancer, qui va être le plus rapide? Bah, en fait, Elax, on l'a déjà vu puisqu'il a fait équipe avec Prince Nana, il me semble. Je Donc, crois on l'a vu sur un autre show, mais c'est tellement oubliable, Hmm. quoi. Le Ah mais ouais. pauvre, hein, c'est ça, désolé, hein, mais c'est Nana qui défonce le pauvre gamin et on passe à autre chose. Voilà. voilà. Romain, est-ce que tu as envie d'en parler? Voilà. Il y a le grand type en costume qu'on avait vu là, Ah oui, c'est vrai, Elax, oui, on Slug. l'a déjà vu en plus dans le show. Vu que Elax accompagnait Special K en début. Ah ouais. Et ben, Mais en tout- c'était si random parce que même là, il s'est fait éliminer, enfin, il s'est fait embarquer par Trinity. Donc, vraiment, ouais, c'est. Puisque dans l'aftermatch, Don et Marcos vont venir défier Nana. Et il y a donc ce fameux grand gars en costume là, qui s'appelle Sluger, donc, qui va venir les Oh, le spoil. tabasser et voilà, permettre à Nana de s'enfuir. Voilà, on passe à un match qui avait été annoncé dans le dernier épisode. On vous en avait parlé. C'était Xavier, le champion Ring of Honor, qui allait pas défendre justement son championnat Ring of Honor, mais il allait affronter Jay Briscoe, tout simplement, parce que si vous vous en souvenez, Marc avait présenté son frère comme quasiment le meilleur loser de la Ring of Honor. Donc, si Xavier voulait un match plutôt simple, il avait qu'à affronter Jay Briscoe. Ce match a lieu. Ce match n'est pas pour le titre Ring of Honor. Donc, Xavier contre Jay Briscoe, les gars. C'est pas mal. C'est un petit match solide. C'est pas au niveau voilà, de certains autres matchs qu'on a évoqués, mais c'est intéressant, ça se laisse regarder. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'il y a vraiment, déjà à l'époque, ce syndrome dont Sturi parle souvent, du fait que si le champion combat dans un match où le titre n'est pas en jeu, t'es quasiment sûr qu'il va le perdre pour essayer de créer de la hype. Euh, et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, c'est intéressant, ça se laisse regarder, c'est un top 5. C'est un top 5 du show. J'aime beaucoup ce match personnellement parce que tu as beaucoup de spots très classiques, mais un travail intéressant autour de ces spots.
Notamment un enchaînement international open over où à chaque fois tu sens que l'autre sait ce qui arrive, il l'anticipe et il essaye d'avoir un coup d'avance sur l'adversaire. Après, c'est un petit match comme ça qui confirme que les deux mecs sont capables de belles choses. Vraiment, le match est intéressant à voir. Pas non plus une giga dinguerie, mais rien non plus de catastrophique. Un peu long peut-être, Sympathique, non? ça. Non, vraiment, je trouve personnellement, c'est vraiment, j'ai apprécié le truc dans ce que c'était. En fait, je pense il est pas si long que ça, hein. Il fait à peine 13 minutes. Mais c'est juste que je pense que noyé dans la masse du show, au bout d'un moment, tout devient un peu long, en fait. C'est ça. C'est C'est sûrement peut-être ça ça, oui. alors. Mais franchement, oui, je trouve que c'est un match qui remplit son objectif, qui est de développer un peu l'histoire autour de Xavier, de continuer d'établir Jay Briscoe comme un des noms à suivre au sein de la ROH. Donc vraiment, pour moi, c'est un match qui remplit ses objectifs, pas plus, pas moins. Une victoire de Jay Briscoe, en plus, comme le disait tout à l'heure Romain, champion qui défend pas son titre, en général perd, puisque ça mènera à un match de championnat un peu plus tard. Jay Briscoe remporte avec le Jay Driller la victoire. Un après-match encore, parce que ça y est, Ring of Honor nous habitue quasiment à chaque match à un après-match. La prophétie arrive, Daniels Samoa Joe, et qui laisse pas le temps à Jay Briscoe de vraiment célébrer sa victoire. Ils vont l'attaquer. Xavier va porter, je crois, un 450 sur Jay Briscoe. Et c'est Loki et Doug Williams qui vont venir faire le save. Voilà, pour la suite, ce qui nous mènera, comme je vous le disais, à un match de championnat entre Jay Briscoe et Loki. Ce sera All-Star Extravaganza. Petit spoiler, ce sera notre prochain épisode. On avance sur cette carte et on arrive un petit peu sur la fin. Le match 11 de la carte, et oui, quand même une très très grosse carte. False Count Anywhere, cette fois, entre le Date Squad et le Carnage Crew. Petit match par équipe. Quand on Putain, parle des encore. trucs par équipe qui durent éternellement, Carnage Crew Dive Squad, la rivalité elle a commencé genre frame 1. Et j'ai même pas envie d'en parler en fait. Moi non plus, en vrai, non. Franchement, on peut le passer celui-là. Rien En fait, d'intéressant, je vraiment. dirais juste que c'est marrant parce que la Ring of Honor, au bout d'un moment, quand elle va être dans son âge d'or, elle va être connue pour deux trucs. Justement, faire des rivalités qui savent s'arrêter au bon moment, mais avec des matchs longs et très compétitifs. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, en fait, c'est des rivalités qui durent des années à chaque fois, et avec des matchs pourtant à chaque fois qui durent 6 minutes. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En fait, Ça. si vous êtes promoteur de catch, retenez bien ça. Vaut mieux faire une rivalité qui s'arrête au bon moment avec 3-4 matchs bien compétitifs plutôt que de faire une rivalité qui s'étale sur 45 shows et où à chaque fois vous faites des trucs qui durent 7 minutes dont on se fout complètement. On a peut-être le finish qui a noté De Vito qui porte le pal driver à travers la table où il est monté sur je sais pas quoi, il est monté sur un petit stage comme ça et voilà, il envoie son pile driver à travers la table. Victoire du Carnage Crew, effectivement, dans un match qu'on ne retiendra pas trop, noyé dans une carte avec beaucoup trop de matchs. Euh, voilà, on a même le temps de passer vite fait dans les segments où on va retrouver Joey Matthews, on en parlait tout à l'heure, à moitié évanoui dans son vestiaire. Avec Special K, on peut comprendre qu'il visiblement lui aurait donné quelque chose. En tout cas, il rigole dans la pièce d'à côté. C'est quand même marrant. Et on peut passer au match, oui, oui, au match 12, vous ne rêvez pas, et c'est notre semi-main event. Qui est là? Qui est là? Bonjour. Michael Shane est là Ah bah dans tiens. un triple threat. On va juste savoir après qui est Michael Shane. En tout cas, il était accompagné par Biohazard. En tout cas, il va affronter Spanky et Paul London dans un triple threat. Point en commun de tous ces hommes, ils viennent tous de l'école de Shawn Michaels. Et vous savez pourquoi Michael Shane est Michael Shane? Parce que Ah bah, Bah, Michael Shane, en fait, les Français doivent vas-y. savoir. Les Français veulent savoir. En fait, il s'appelle Michael Shane parce que vu que c'est le cousin de Shawn Michaels, il a pris son nom, il l'a inversé, en fait. Du coup, ça fait, au lieu de Shawn Michaels, ça fait Michael Shane. Et si c'était trop subtil, bah en fait, on va avoir d'autres rappels parce que ces finishers sont, je vous le donne en mille, le super kick et la descente du coude. Voilà. sauf qu'il l'est fait à l'inverse de son cousin. Il porte d'abord le super kick et ensuite sa descente du coude, qu'il a renommé lui-même d'ailleurs le Picture Perfect Elbow Drop. Voilà.
Ça, c'est Dinguerie. pas. Ah. Sur le match, on va voir un Paul London, par contre, qui disparaît un petit peu pendant le match. On va surtout avoir beaucoup de Michael Shane contre Spanky. Euh, voilà, je pense qu'il y a deux, trois petites choses à dire quand même. Déjà, rappelons que ce match, la personne qui gagne ce match gagne le surnom de Showstopper. Parce que jusque-là, on est encore trop subtil. Alors, pire, il devient le New Showstopper. Ah. C'est encore mieux. Bon, Il non, devient le New Showstopper. en vrai, tout ce qui est autour de ce match est un peu lourd, mais le match est vraiment bien. On a parmi trois des jeunes les plus performants au sein de la ROH. Spanky vraiment qui survole tout. Paul London qui décide d'essayer de mourir à chaque match. Mais du coup, ça nous offre toujours du grand spectacle. Et Michael Shane qui est plus solide qu'on pourrait le croire quand on se rappelle de tous les cousins de famille 2 qu'on peut voir dans le catch. Mm. Vraiment, en plus, on a l'air d'avoir des vrais ressentiments entre les personnages. London qui est le gros babyface du match, qui quand même, à certains moments, on a l'impression qu'il veut buter Michael Shane. Donc vraiment, ça combine bien, les mecs se connaissent très bien. On a des super séquences, on a des très belles prises. Après, c'est un match par élimination, ce qui n'était pas forcément très clair dès le début, mais ce qui amène à certaines roublardises du coup. On peut notamment parler du moment où Spanky sort une magnifique Slice Brain number 2 qui verra ensuite un super kick de Michael Shane pour prendre le tombé lui-même, ce qui ne sert absolument à rien puisque c'est un match par élimination. Mais le problème de cette élimination, c'est que Paul London, du coup, est dégagé du match. On se retrouve donc à un Michael Shane contre Spanky et le public qui vraiment est à fond derrière Paul London disparaît sur la fin du match. Et même si les mecs continuent de bien combiner, ça coûte cher au match. Et donc la fin est un peu plus compliquée que la première moitié. Non, il y a une très belle intensité. Une très belle intensité, et même si tu vois, on a tendance à être assez critique avec tel le côté catch indépendant où ça met des spots, c'est super, entre guillemets, les mecs se mettent en danger à mort et tout. Là, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre, en fait. Je trouve que là, c'est à peu près, à ce moment-là, de la rivalité, entre guillemets, avec cette place sur la carte, avec ces trois éléments et leur background commun, je trouve que c'est pas une surprise parce que on savait que enfin, on s'attendait à un bon match, mais c'est un bon résultat. C'est un excellent résultat. Et en parlant de résultat, donc c'est Michael Shane qui va remporter ce match et qui va remporter aussi ce gain incroyable qui est ce surnom de New Showstopper pour nous faire une promo d'après-match où il va dire que, ok, mais qu'en fait, il en veut pas, de toute façon, de ce surnom. Voilà. Merci d'être Oui. venu, Michael Shane. Où il va préciser surtout qu'en fait, il veut pas que quelqu'un d'autre le porte. Oui. Ce qui fait que bon, ça rajoute un peu de pseudo-conséquences, si vous voulez. Le match est bien, passons à autre chose. On va passer à autre chose, on va passer au main event, voilà, de cette carte, ce 13e match du show. Un main event qui verra Christopher Daniels affronter Doug Williams avec une petite stipulation. Si Christopher Daniels remporte ce match, eh ben, on va briser un peu le Code of Honor. On ne pourra plus serrer la main, et notamment Doug Williams. Et si Doug, de son côté, gagne, Christopher Daniels, lui, bah, se verra obligé maintenant de respecter le Code of Honor. Mhm. Voilà. En fait, Le premier truc, vas-y. juste le petit truc à noter, c'est, on en parlait juste avant avec la foule qui avait un peu abandonné le match suite à l'élimination de Paul London. Là, ils ont abandonné le show, hein, par contre, la foule, hein. C'est long, c'est le 13e match, ils n'en peuvent plus, quoi. Et c'est dommage. Mais justement, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que bah déjà, c'est le main event, excusez-moi, mais c'est le main event. Tu as une super affiche entre Daniels et Williams. Doug Williams s'est quand même fait chier à venir depuis le Royaume-Uni pour ce match-là. Donc tu te dis, mon Dieu, en fait, mais pourquoi du coup ça dure 12 minutes? Ça devrait en durer 25. Et puis en fait, après, tu regardes l'ensemble du show et tu fais, ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est juste qu'en fait, les gens sont cramés. Les gens sont carbonisés. Il y a eu 125 matchs. Je me fais d'ailleurs la réflexion par rapport à ça. Je me dis, mais en supposant, parce que ça reste du catch indépendant, hein,
en supposant que tout le monde ait été payé. Hein, mais où ils ont trouvé l'argent pour financer autant de matchs? Genre moi qui ai travaillé de près, et c'est le cas aussi de Zork, qui travaillait de près à l'organisation de certains shows de catch, on sait à quel point l'argent c'est le nerf de la guerre. Et du coup, je me pose la question, mais où ils ont trouvé tout ce blé pour avoir autant de matchs sur le show? C'est une vraie question. C'est vrai, ça. Où ils ont trouvé tout ce blé pour faire les sandwichs? Ouais. Et les poignées de main, ça coûte très cher les poignées de main. Bah, c'est tellement cher les poignées de main qu'on les met carrément en jeu au milieu des matchs. Mais ouais, d'ailleurs, pour parler de cette histoire de poignées de main, ça peut sembler un peu ridicule comme principe, le fait de mettre en jeu le fait de serrer des mains ou non. Mais c'est pas si con que ça quand on voit comment est constituée cette prophétie. Prophétie dont l'objectif principal est de détruire le code de l'honneur. Le fait de mettre en jeu l'obligation de serrer les mains va complètement dans ce sens. Parce que si Doug Williams perd, ça veut dire que si les gens qui veulent respecter le code de l'honneur ne peuvent pas le faire, alors le code n'a plus vraiment de sens. Et si Daniels doit serrer les mains, c'est-à-dire qu'il a une règle, une seule dans son clan qui est ne pas serrer la main, mais qui est le seul à pas pouvoir la respecter, alors sa crédibilité se pète la gueule. Ouais. Donc même si ça a l'air un peu bête comme ça, c'est une stipulation qui est plutôt intelligente. Non, non, Et c'est bien fichu parce que c'est cohérent en fait. C'est cohérent avec du coup tout le contexte Ring of Honor. D'ailleurs, je l'ai pas du tout vendu, mais ta blague était excellente d'ailleurs. C'est tellement cher les poignées de main qu'ils en font même un objectif de match. Non, mais c'est vrai que non, c'est bien fichu, c'est bien goupillé. Autant moi je suis pas trop fan des storylines alambiquées, autant là je trouve que c'est assez bien avancé en fait. Et je trouve que justement ça a du sens. Et en plus, parce que comment dire, ça reste du catch hein, à la base, donc le match derrière assure, et on a un match qui assure derrière, parce que c'est quand même deux très grands, hein, on va pas se mentir, surtout à cette époque-là, ils sont encore jeunes et pas blessés du tout, enfin pas trop blessés. Euh, donc non, non, au contraire, pour le coup, c'est vraiment le match qui doit être main event. Il y a que Loki Joe qui aurait pu prendre cette place, on va dire, à part celui-là. Et je trouve que pour le coup, c'est un match qui a, tant dans le contexte que dans l'exécution, c'est pas un match qui a vraiment de défaut. d'ailleurs, avant que je parle moi-même du match en lui-même, petite précision également, normalement, ça devait être un Togo contre Williams, dont le gagnant pourrait affronter Daniels. Mais Togo, dit que Togo, à ce moment-là, il est blessé. Il s'est blessé durant sa tournée aux US. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve directement avec le Williams contre Daniels. Et comme tu dis, c'est deux mecs qui sont très bons, qui sont dans une très bonne période. Ça combine très fort sur le ring. Comme tu le dis, c'est vraiment le match qui avait sa place en main event parce que non seulement le match est bon d'un point de vue technique, mais l'avantage qu'il a sur le Samoa Joe contre Loki, c'est que il va plus loin dans l'histoire. Loki contre Samoa Joe, tu as un peu de cet élément d'histoire parce que Samoa Joe est le tueur à gages de The Prophecy. Mais là, tu as vraiment le leader du clan qui est en train de dominer ta promotion, qui veut la détruire. Donc, c'est parfaitement à sa place ici. Mm. Et vraiment, bah, le match, je vais pas en parler pendant des heures. Vraiment, allez le regarder. C'est vraiment très bon. Doug Williams, c'est vraiment un tueur. La fin fonctionne très bien, avec beaucoup de tension, vraiment jusqu'au bout. Tu attends histoire de voir qui va aller au bout. Franchement, ouais, grosse recommandation ce match. Avec une victoire de Christopher Daniels à la fin, on va dire, avec un peu de roublardise, puisqu'il va se sortir grâce aux cordes d'un des finishes de Doug Williams, du Chaos Theory, en étant trop près des cordes, et il va retourner en tombée en mettant les pieds dans les cordes. Victoire donc de Christopher Daniels avec, là aussi, un après-match. C'est Dick Togo et Jay Briscoe qui vont venir sur le ring. Il y aura voilà, un petit échange entre tout le monde et on verra justement cette image qui nous montrera pourquoi Dick Togo n'était pas là, puisqu'il est, si je ne me trompe pas, il est en béquille dans l'après-match. Donc effectivement, très bon main event. Encore une fois, on peut juste noter, bah, le problème, c'est que la carte est un peu longue. Le show dure très longtemps et malheureusement, ouais, la foule est un peu éteinte quoi, pour ce match. J'aimerais noter d'ailleurs que Daniels continue de jouer autour de cette stipulation en présentant sa main
à Williams, lui offrant sa main pour qu'il la serre, mais puisque Williams désormais ne peut plus serrer les mains. Ouais, c'est le petit point de détail qui vraiment vend jusqu'au bout ta stipulation, même si sur le papier elle est un peu ridicule. Mais ce qui fait que vraiment ils arrivent à faire marcher le but de ce match, c'est de mettre en jeu une poignée de main. Mm. Du coup, vos recommandations pour le show, si vous auriez allé 3 matchs en milieu de ces, on a dit combien? 13. Est-ce qu'il y aurait au moins 3 matchs à regarder, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément envie de passer tout le show à regarder des matchs de 2 minutes. Euh, Sans, comment dire, dans le désordre, parce que j'ai pas d'ordre particulier, le main event, donc Christopher Daniels contre Doug Williams. Parce qu'en effet, voilà, c'est le main event, c'est un excellent main event, il est parfaitement à sa place, et comme on disait, la storyline est très bonne. Hidaka contre Amazing Red, parce que je suis pas objectif, et je m'en fous. Je suis pas du tout objectif. Et du coup, peut-être le meilleur match du show en termes de catch pur, Loki Samoa Joe. D'ailleurs, je vais apporter une petite correction parce qu'il n'y a pas eu 13 mais 14 matchs dans ce show. C'est juste qu'il y a eu un dark match, puisque malheureusement, nous avons loupé un match des Insane Clown Posses qui affrontaient Outcast Killaz. Et vraiment, le fait de savoir qu'il y avait Shaggy 2 Dope sur un show et que j'ai pas pu le voir, ça me détruit. Et ouais. Moi j'aime bien le ICP, j'ai toujours bien aimé ces gars. Oui, c'est même pas. En vrai, c'est même pas ironique, vraiment. Ça m'apporte beaucoup de plaisir de les voir sur le ring. Mais après, pas forcément le même plaisir qu'on peut avoir qu'à celui auquel on pense quand on penserait ROH. Ah, c'est sûr. Ouais. Et du coup, oui, pour les recommandations, on va pas faire original, hein, on est sur la même chose, hein. Ouais. Daniels, Doug Williams, parce que franchement, bah, t'as juste à dire les noms que dire de plus, hein. Pareil, le raid Hidaka, qui fonctionne vraiment. Le meilleur match du show, aucun débat, Samoa Joe Loki. Et j'ajouterais peut-être, éventuellement, le match à 3, donc Spunky, London et Shane, qui dure une vingtaine de minutes, qui se place clairement après les 3 matchs qu'on a cités précédemment, mais qui, je pense, vaut quand même le coup. Bah, moi, je ne vais pas faire différent. C'est exactement les trois mêmes que vous. Et faut aller en quatrième, éventuellement, peut-être le Xavier Jay Briscoe. Puisque je trouve vraiment que Jay Briscoe, à ce moment-là, est vraiment un super face, tout en gardant quand même un catch qui a rien quand même d'un face, plutôt violent. Mais voilà, peut-être le Xavier Jay Briscoe. Allez, mais sinon, effectivement, je pense que pour le top 3 on est tous d'accord sur ce show. Et on est tous d'accord aussi pour dire qu'il était un peu long et que c'est malheureusement un peu le problème de ces cartes qui proposent beaucoup, beaucoup de matchs avec beaucoup, beaucoup de choses, malheureusement, qu'on ne retient pas. Et honnêtement, même là, en faisant la review, je suis pas sûr d'avoir retenu la moitié des choses de ce show. C'est ça. Et même à un point que c'est pas fini, parce qu'il y a encore un after show après. Ouais, il y a des promos d'after show, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. On a un Moritato Mamaluke, où vraiment on va dans les émotions, où ils se disent au revoir, etc. Puis surtout, on a la prophétie qui est en train de faire une promo quand Steve Corino vient pour embarquer Lucius parce qu'ils sont en couple. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose entre Daniels et Corino. Ils ont pas l'air de beaucoup s'apprécier. Corino qui a l'air d'avoir formé un clan avec Michael Shane et Biohazard. Et ce qui fait qu'on a des bases intéressantes, c'est-à-dire qu'on a 2 clans heal qui ont l'air présents, le Prophétie et le clan Corino, et qui ont l'air de ne pas trop s'apprécier, sachant qu'en plus, il y a Samoa Joe qui va suivre Corino, qui va lui proposer d'aller prendre un verre. Donc, on a des éléments qui sont posés, qui peuvent amener à quelque chose d'intéressant. Mais comme tu le dis, ça arrive au bout de 3 heures de show, de 14 matchs. Donc, même pas sûr que tout le monde soit allé jusque-là, quoi. C'est là que tu vois qu'en plus, ils auraient tellement pu capitaliser là-dessus. Parce que imagine, tu gardes, on va dire, le meilleur, entre guillemets, de ce qu'il y a. Tu prends Mamaluke Maritato, Red contre Hidaka, Loki Samoa Joe, ça fait quoi? Ça fait du coup 3 matchs là, que je viens de dire. Allez, pour déconner, Corino Gonzalez pour la storyline, ça fait 4. Tu mets Briscoe Xavier, ça fait 5.
Et ensuite, le match à 3 et ensuite le main event, ça fait quoi? Ça fait 6 matchs? Voilà, t'as une carte à 6 matchs et tu peux faire un show qui pète le feu. T'as pas besoin d'avoir autant de matchs, en fait. Tu t'aurais concentré tout sur les 6 que je viens de citer, mais tu fais le show de l'année 2002, carrément. Et le plus triste, c'est que tous les matchs que tu as virés, c'est quasiment que des matchs par équipe. C'est Putain, exactement ce c'est... que j'étais en train de me dire. Parce que j'étais en train de J'ai me dire, mal on à met mon pas un catch tag petit team. match par équipe là? Non, Oh, ouais. la violence. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oh non, il a oublié Prince Nana aussi. Franchement, on peut le laisser, Prince Nana. Franchement, pour ce que ça Ah prend bah comme oui, il dure temps, 45 secondes, donc oui, on va pas... on Enfin, peut se le laisser. je suis presque Euh, sûr que techniquement, c'est pas un match, c'est un caméo, mais Exactement. Mais non, ouais, il y a tous les ingrédients pour faire un show de malade, hein, mais il y a cette espèce de surenchère, quoi, qui est absolument pas nécessaire. bon, bah, en tout cas, on espère que vous, en tout cas, qui nous écoutez, vous allez rester jusqu'à la fin, voilà, pour écouter cette review de Glory by Honor 2002. Prochain rendez-vous, ce sera All-Star Extravaganza, avec un petit peu moins de matchs, promis. Il y en a un peu moins sur la carte. Eh ben, merci Romain, Merci à toi, on se retrouve très très vite. et merci à toi Zork. merci à toi de me donner l'occasion encore et toujours de parler de Michael Shane. Profitez tant qu'on a du Michael Shane et surtout continuez à nous supporter, continuez à nous retrouver sur YouTube ou sur Spotify. Et on se retrouve pour un prochain épisode très très rapidement. Allez, à bientôt les gars. À plus. Salut.